Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Ah, que je m'ennuyais de ce thème! Et je m'ennuyais aussi de mon chum pas de côté. Comment ça va? Ça va bien, Ben, toi? Ah, ça va très bien, merci. On est tellement content d'être de retour, mesdames, messieurs. Je sais que vous étiez plusieurs, en fait, depuis plusieurs mois, là, vous nous demandiez quand est-ce que Dans la cage va être de retour, quand est-ce que vous allez recommencer votre podcast. On le sait que ça a été long. C'est pas par manque de bonne volonté. On voulait revenir, faites-vous-en pas. Mais évidemment, la pandémie. Et c'est notre premier show, pas depuis le 10 mars. Imagine. Ouais, ça, il est arrivé quelque chose, hein, une pandémie. Tout a fermé, puis tout a arrêté. Mais après ça, c'est sûr que, tu sais, honnêtement, les podcasts, c'était pas la priorité des diffuseurs pour commencer, et avec raison, on s'entend. Il fallait qu'ils repartent la machine. Et là, tranquillement, pas vite, tu sais, là, vous le voyez, on n'est pas dans le même studio. Encore une fois, les studios pour les podcasts sont pas ouverts. Donc, on a trouvé une façon sur le net d'être capable d'arranger ça pour qu'on puisse refaire le podcast. Donc, oui, ça a été long, tout coordonner ça. Mais on est de retour aujourd'hui, on est super contents. C'est ça. Ça a été une situation assez difficile à vivre pour tout le monde, pardon. Et ça a été long, comme tu le dis, de coordonner tout ça. Les techniciens, certains techniciens à RDS, une grande famille, là, RDS, et tout passe par là. Ça a du bon, mais ça a du moins bon. La machine est plus longue à repartir quand c'est une grosse entreprise. Et avec la COVID, bien sûr, certaines personnes ont vu leurs heures de travail diminuer. Ça a été le cas pour des collègues techniciens. Ça a été le cas pour moi durant plusieurs mois cet été. Donc, comme tu le dis, le podcast n'était pas la priorité. On a d'autres occupations aussi, Pat, là, puis ça, il faut en parler parce qu'il s'en est passé des choses là, au cours des derniers mois. Oui. Toi, les gens te connaissent parce que tu fais tous les samedis à RDS, tu analyses l'UFC, mais tu as d'autres business aussi, notamment un gym. Pas évident non plus à ce niveau-là de repartir la machine. Part, arrête. Pas facile non plus. Il y a aussi une grande nouvelle personnelle. Tu as eu un enfant quand même, un jeune bébé. Là, Ben oui. Comment ça se passe? Ah, ça va très bien. Ben là, écoute, là, il y a 2 mois et demi. Ça va super bien. Là, il commence à étirer ses nuits. Puis écoute, il faut lui donner la chance de grandir à un moment donné, là. Mais, tu sais, moi, ma petite fille, elle a 4 ans. Puis j'avais comme oublié c'était quoi je pense ma femme aussi, là. On avait oublié c'était quoi les nuits de nouveau-né. On avait, tu sais, c'était loin. Tu sais, c'est pas si loin que ça, mais dans notre tête, c'était très loin. Donc, il a fallu réapprendre. Ouais, c'est ça, reprendre la routine de ça. Mais là, ça va super bien. Puis ma fille, c'est une grande sœur extraordinaire aussi. Fait que non, ça va super bien là-dessus. Ah, je suis content de savoir que toute la famille côté va bien. Oh, attention, je viens de changer. Je suis rendu à Fight Island. J'aime ça. Ça, yes! C'est la joie de nos studios numériques. Merci, Alex, qui est notre réal présentement. Bon, nouvelle familiale, ça c'est sûr. Puis au niveau professionnel, et là, j'ai ça ici. Oui. Tu as quand même sorti un livre, là. Tu l'as pas écrit toi-même. C'est un témoignage, en fait, que tu fais. C'est Joanie Godin, ouais, une journaliste que je connais, qui a écrit le livre. Et je vais être très honnête, je l'ai pas lu. Et j'attends que Pat... Faut que je te laisse ma copie ici à RDS. Quand tu vas venir samedi, tu vas me la dédicacer. Et après ça, je vais être capable de le lire. Puis la semaine prochaine, dans 2 semaines, quand on va être de retour, plutôt Dans la cage, je vous fais ma petite critique. Mais rapidement, le livre, c'est quoi? Le livre, c'est une bible d'informations sur les arts martiaux mixtes, sur la discipline qui est le sport des arts martiaux mixtes. Donc, c'est pas un livre qui j'essaie de te convaincre d'aimer ce sport-là. Tu as le droit de pas aimer ça, c'est correct, c'est un sport qui est violent, mais j'essaie d'adoucir justement cette violence-là en expliquant c'est quoi les vertus de ce sport-là. Aussi, il y a des témoignages de 4 combattants, 2 qui n'ont pas réussi, mais qui sont connus ici, et 2 autres qui ont réussi. Il y a 2 gars, 2 filles qui
qui nous partagent leurs témoignages et on se rend compte que la ligne entre passer au niveau supérieur ou de rester dans les niveaux régionaux n'est pas très, très grande. Et c'est pas quasiment une question de talent non plus. Il y a des expériences personnelles que je rencontre aussi là-dedans et c'est ouvert à tout le monde. Même si tu es un grand fan des arts martiaux mixtes, que tu connais ça depuis très, très longtemps, il y a des choses là-dedans que tu vas apprendre parce qu'il y a des expériences qui se sont passées à l'extérieur de l'octogone, en arrière des rideaux que je raconte aussi, que ce soit au niveau du respect entre les combattants. Qu'est-ce qui se passe quand la porte de l'octogone se ferme? Le regard entre les deux combattants, c'est quoi qui se passe? Comment tu te sens quand tu marches devant 20 000 personnes? C'est sûr qu'il y a un aspect plus instructif au début pour expliquer c'est quoi le sport. On parle des règlements, on parle de tout ce qui est les arts martiaux. Mais après ça, ça vient pas mal plus de fun. On parle, c'est quoi les arrêts de cheval? Pourquoi on a des arrêts de cheval? Donc, il y a des passages beaucoup plus sérieux, plus instructifs, mais il y a d'autres passages beaucoup plus relax. Puis je pense que tout le monde va trouver chaussures à leurs pieds là-dessus. Puis j'essaie justement d'adoucir la violence de ce sport-là. Puis à la fin de ce livre-là, que tu n'aimes pas ce sport-là, que tu l'aimes, pour vrai, ça ne me dérange vraiment pas. Ce n'est pas le but de ce livre-là. Le livre, c'est au moins que tu vas avoir un respect encore plus envers les participants, envers les personnes qui pratiquent ce sport-là, parce que c'est un sport qui est très, très difficile. Et c'est de l'entraînement à temps plein si tu veux te rendre à un niveau supérieur. Et je parle aussi de la difficulté de vivre de ce sport-là, la difficulté des commanditaires, comment c'est dur de trouver des combats quand tu n'es pas une vedette, quand tu n'es pas dans un niveau élite, les combats régionaux, la relève québécoise. Donc, on est super fiers. Joanie Godin, elle a vraiment mis mes paroles en mots, en écriture, d'une manière vraiment extraordinaire parce que c'est pas un livre que tu vas lire puis je vous fais la morale. On dirait qu'on se parle en deux personnes, dans la manière que c'est écrit. Puis ça, je peux lever mon chapeau à Joanie là-dessus. J'ai hâte de lire. Les gens, Pat, qui nous écoutent probablement sur le podcast, c'est des vendus de toute façon, c'est des fans finis d'arts martiaux mixtes et de l'UFC. Est-ce qu'ils vont y trouver leur compte aussi, ces gens-là? Oui, c'est ça que j'ai expliqué. C'est que même si tu connais toutes sortes d'affaires, il y a des choses que tu ne peux pas savoir si tu n'as pas été dans ce sport-là, si tu n'as pas été dans ce milieu-là. C'est impossible que tu saches ce qui est écrit dans ce livre-là si tu ne l'as pas vécu. Donc, même si tu connais tous les règlements, tous les combattants, tous les combats, tu connais des statistiques de feu, il y a des choses dans ce livre-là que c'est impossible parce que je raconte des anecdotes sur des coupes de poids qui ont été des choses vraiment weird. Je parle, moi, quand j'ai passé out, quand j'ai fait ma coupe de poids à Québec, comment que c'est difficile faire la déshydratation. Je parle beaucoup, il y a un gros volet sur la déshydratation là-dessus. J'explique comment faire, j'explique comment que c'est dangereux aussi. Donc, écoute, il y a des affaires là-dedans que même si tu es un fan fini, tu vas apprendre plein de choses pareilles. Bon, excellent. Très hâte de le lire. Comme je vous dis, la semaine prochaine, ma petite critique du livre Dans l'Octogone, Patrick Côté et écrit par Joanie Godin. Bon, passons aux choses sérieuses, Pat. Le concept du podcast n'a pas changé, là, même si ça fait un certain temps qu'on ne l'a pas fait. On va revenir sur les événements qui viennent de se passer. Il y a eu un gala en fin de semaine à l'Apex de Las Vegas entre Paul Felder et Rafael Dos Anjos. On va revenir là-dessus. On va parler de ce qui s'en vient cette fin de semaine, l'UFC 255. Comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, on va faire un retour sur l'actualité des derniers mois, des gros combats qui s'en viennent, des gros combattants. On espère qu'ils vont faire le retour dans l'Octogone également sous peu. On fait le tour de toutes les rumeurs, toutes les dernières négociations aussi. On va parler, on va se garder un petit volet sur les Québécois, qu'est-ce qui arrive avec eux, les Québécois à l'UFC dans d'autres organisations. Puis j'ai demandé aux gens sur Internet de nous poser leurs questions, vu que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu les internautes. Et on en a beaucoup. On va essayer d'en passer le plus possible. Sans plus tarder, mon cher Pat, revenons sur le gala du week-end dernier. Paul Felder qui affrontait Rafael Dos Anjos. Combat de dernière minute. Felder qui accepte le combat à 5 jours d'avis. A livré une belle bataille dans les circonstances. Faut souligner son courage, là, c'est sûr, mais Dos Anjos, à son retour à 155 livres, lui, était trop fort et n'attendait pas. Il a vraiment laissé aucune chance, en fait, à Paul Felder qui, à ce que j'en ai compris, avait pas mis les pieds dans un gymnase de MMA depuis un certain temps. Là.
les deux côtés, j'ai été extrêmement impressionné. Dos Anjos voulait faire un statement à son retour chez les poids légers. Lui qui a déjà été champion dans cette catégorie de poids-là. Et il l'a fait. Il a démontré qu'il était prêt pendant 5 rounds de temps, complètement dominer Paul Felder, même s'il y a un juge qui l'a échappé, là, qui a donné la décision partagée. Ça a été pendant cette soirée-là. Puis ça fait depuis une couple de... On va en reparler un petit peu plus tard, là, mais ça fait une couple de galas qu'il y a un juge à un moment donné qui n'est pas là, pas en tout. Là. Puis j'ai hâte qu'on en reparle tantôt. Ben, j'ai une opinion assez dur là-dessus. Mais Paul Felder, écoute, tu sais, la fameuse, tu sais, qu'est-ce qu'on dit en anglais, là, puis je pense, on peut le dire, là, parce que c'est un podcast, là, mais bad motherfucker, là, ben, c'est bad mother Felder, je pense, maintenant qu'il faut dire. C'est incroyable. C'est incroyable, ce gars-là. Il est allé à la guerre. Il était pas, tu sais, oui, il était en bonne shape. Il se préparait pour un triathlon, là. Tu le vois qu'il visuellement est en bonne shape, mais il n'était pas en fight shape. C'est complètement différent. Et quand j'essaie d'expliquer ça au monde, ils ont de la difficulté à comprendre. Ben là, vous l'avez vu exactement c'est de quoi je parlais pendant ce combat-là. Le gars, tu le regardes visuellement dans le miroir, il a une shape de plage, puis il est en shape, là. Mais en fight shape, c'est pas ça, c'est de se préparer pour un adversaire. Il n'était pas prêt à lutter non plus de la sorte face à Dos Anjos. Si tu t'es pas entraîné pour avoir un cardio de lutte, eh bien, tu ne l'auras pas. C'est pas en courant, c'est pas en faisant du vélo que tu vas avoir un cardio de lutte, parce que c'est tellement musculaire et c'est ça qui l'a brûlé jusqu'à la fin. Oui, parce que c'est ça, le combat, c'est un triathlon, c'est sur une longue période et c'est stable, là, l'effort que tu vas donner, tandis que en arts martiaux mixtes, c'est 5 minutes, mais c'est de l'explosion, c'est tout ça. Il faut que tu donnes tout pendant 5 minutes, seulement 1 minute de repos. Il y a des intervalles là, assez intenses. Juste peut-être la fraction de seconde là, que tu n'as pas parce que ça fait longtemps que tu n'as pas fait de sparring, parce que ça fait longtemps que tu n'as pas défendu un takedown, parce que juste le petit réflexe de quand tu es au sol, de faire le bon move, là, le bon mouvement, parce que contre un lutteur et un gars de jiu-jitsu d'expérience comme Rafael Dos Anjos, lui, il va sauter sur chaque petite ouverture. Donc, si tu n'es pas au sommet de ton art, c'est sûr que ça va paraître. Là. Il a fait un combat extrêmement intelligent de Dos Anjos dans celui-là. Ça ne donnait rien d'échanger coup pour coup avec Felder. Il savait qu'il était meilleur au niveau de la lutte. La condition physique au niveau de la lutte aussi de Felder n'était pas adéquate aussi. Et il ne faut pas oublier, Felder a su qu'il se battait le lundi. Et là, le mardi, il a commencé sa coupe de poids. Il prenait son gruau le matin, il ne mangeait pas de la journée, il commençait à faire le water load. Je veux dire, à un moment donné, une coupe de poids, une déshydratation, ça ne se prépare pas 5 jours d'avant. Ça se prépare 1 mois d'avance. Okay? Tu vas conditionner ton corps à faire plusieurs choses. Vous lirez mon livre, il en parle là-dessus. c'est ça que j'allais dire. Mais, exact. Bien, ça aussi, ça pesait dans la balance aussi dans le combat. Un combat de 5 rounds, là, je veux dire, c'est pas tout le monde qui est capable de faire 25 minutes là, dans un combat. Fait que, tu sais, il faut lever notre chapeau à Paul Felder, qui, lui, était supposé être commentateur de ce gala-là, mais finalement, il s'est retrouvé en main event face à Dos Anjos. Et honnêtement, là, il a sauvé le show. Parce que, sérieusement, je pense peut-être qu'on aurait peut-être annulé l'événement s'il n'y avait pas eu Felder qui saute pour sauver le main event. Tu sais, je veux rien enlever à celui qui était en co-main event, là. Je m'en souviens même plus. Je parle à Abdul Razak Hassam ou quelque chose comme ça, mais whatever. On ne pouvait pas faire un main event avec ça. Il fallait trouver quelqu'un. Et Paul Felder est allé sauver le gars-là parce que, écoute, je ne sais pas si on l'aurait annulé, mais il y a eu des bonnes chances, par exemple, sérieusement. Ouais, il aurait fallu trouver quelqu'un d'autre pour affronter Dos Anjos, qui devait affronter, lui, Islam Makhachev, en fait, là, qui lui a subi une infection ou une bactérie, là, en fait. Je lisais ce matin que ça va mieux, pourrait remonter dans l'octogone relativement rapidement, là. Makhachev, qui était sur une belle lancée, lui, à 155 livres. D'ailleurs, est-ce que tu penses que c'est ce qu'on va faire, là, après Dos Anjos, qui est avec une victoire convaincante, malgré la carte d'un juge? Chris Lee, hein, c'est le même nom c'est le même qui a... il a le même nom qu'un arbitre de la LNH, là, qui est assez controversé, entre guillemets, que les amateurs de hockey connaissent. Bon, nonobstant cette carte-là, je pense que nos yeux ont vu la même chose. Là, c'est une victoire assez convaincante. Ben, les deux autres juges aussi, là, les deux autres juges, ils ont donné 50-45. Les deux autres juges ont donné 50-45, puis l'autre donne 48-47. 48-47. Puis, dans le combat des filles aussi, là, il a échappé bien raide. Là, je sais pas, on va parlons-en tout de suite. Là, on est sur le sujet. Là.
on a vu une stat passer, notre ami Aaron de TSN qui est allé dans l'historique de M. Lee, et il a quelques décisions controversées à son actif au cours des derniers mois seulement. Là. C'est quand même fascinant. Là. C'est pas fascinant pour moi, c'est dégueulasse. Parce que il n'y a pas aucun combattant qui veut se rendre à la décision. Il n'y a personne qui veut ça. Mais quand tu te rends à la décision, au moins tu vas te faire juger par du monde compétent. Clairement, avec ce que tu viens de dire, les statistiques qui ont sorti, on s'aperçoit que ce gars-là n'est pas compétent pantoute. Il ne connaît pas le sport. Il ne sait pas quoi regarder. Il ne sait pas quoi donner comme pointage. Et c'est dangereux pour la crédibilité du sport. Tu sais, je veux dire, là, présentement, puis c'est pas pour défendre l'UFC, là, ça n'a aucun rapport, mais c'est l'UFC qui reçoit toute la merde à cause de ça. Mais c'est complètement deux choses différentes. L'UFC ne choisit pas les juges, c'est la commission athlétique. C'est deux choses complètement différentes, mais c'est l'organisation qui reçoit toute la merde des partisans quand ils voient que ça n'a pas de bon sens. Mais l'UFC n'a aucun pouvoir sur qui va arbitrer, qui va juger les combats. Donc vraiment, là, il y a un ménage à faire. Et Chris Lee l'a échappé, l'échappe. Et s'il est encore là, il va continuer de l'échapper parce qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Et ça, c'est plate pour les combattants parce qu'il y a une maudite différence entre une victoire et une défaite quand tu es rendu à ce niveau-là, que ce soit, et surtout quand tu es rendu dans les classements comme ça peut changer énormément ton avancement dans les classements, mais ça change ton chèque de paye aussi, là. Tu sais, je veux dire, ces gars-là, OK, Felder et Dos Anjos, ils ont fait quand même beaucoup d'argent, là. Mais les deux filles, là, elle qui a gagné, là, je veux dire, elle a doublé son salaire, là. Ces deux étaient à leur premier combat à l'UFC, là. Fait à place de faire 10 000, elle a fait 20 000. Puis l'autre, à place de faire 10 000, à place de faire 20 000, elle a fait 10 000. Hey, quand tu commences ta carrière, là, c'est beaucoup d'argent. Ça change énormément de choses. Et ça, c'est à cause d'un incompétent qui n'a pas été capable de regarder le combat comme il faut. C'est Corey McKenna et Kay Hansen, deux jeunes filles de 21 ans qui étaient également sur la carte principale. Corey McKenna qui a gagné, mais tous les observateurs s'entendent pour dire que Kay Hansen aurait dû l'emporter. Et encore une fois, c'est en raison des juges. Sauf que cette fois-là, pour Felder et Dos Anjos, un juge n'a pas fait la différence, mais dans ce cas-ci, il y a ce juge-là et un autre qui a fait la différence. Donc, comme tu dis, ouais, ça peut avoir un impact important. Là. T'as raison, le juge n'a pas fait la différence à Paul Felder, mais écoute, les deux autres juges ont donné 5-0 à Dos Anjos. Puis, entièrement d'accord avec toi. Puis... À Felder, il était où? Il regardait quoi? Je comprends pas comment ça peut se passer des affaires de même. Et puis c'est drôle parce que JP, Jean-Paul, pour les deux, vous étiez en accord pour Felder, Dos Anjos. Ça n'a pas eu d'incidence sur le résultat final, mais ça a l'air fou, on va se le dire. Mais quand le résultat des filles a été annoncé, Jean-Paul, première chose qu'il a dit peut-être que les juges se sont trompés dans l'identité des deux combattantes. T'sais? Parce que, effectivement, j'ai presque pensé, moi aussi, parce que tu te dis, c'est moi qui est mêlé. Mais là, Jean-Paul vivait la même chose. Puis, tu sais, c'est pas deux personnes, deux filles qu'on voyait pour la première fois, que les juges voyaient pour la première fois. J'ose espérer que c'est pas ça qui est arrivé, mais imagine, tu sais, c'est tellement loufoque que tu te poses la question, ils se sont-tu trompés de filles? Ils ont-tu scoré à l'envers? C'est comme... Ouais, sauf qu'il y a tout le temps Christy d'impliqué. Fait que dans ce temps-là, tu te dis, non, c'est pas nous autres le problème. C'est ça. Ouais, voilà. Bref, un dossier qu'on va suivre pour vous au cours des prochaines semaines, le dossier des juges et des pointages à l'UFC, comme Pat l'a dit, ça défraie la manchette, malheureusement, semaine après semaine, là, depuis un certain temps. Pour finir là-dessus, finir sur le combat final, Pat, on le sait que Dos Anjos a mis au défi Conor McGregor. Je suis pas sûr que c'est ça qui va se passer. T'attends à quoi? Qu'on fasse Makhachev contre Dos Anjos ou on lui donne McGregor? Oui, écoute, McGregor, on le sait, là, il va se battre contre Poirier. Là, même si les deux disent pas vrai, même si les deux disent c'est vrai, puis là, Dana White dit non, il n'y a rien de prêt. Ça va se faire là, le premier gala de l'année, le 16 janvier. Donc, ça va être Poirier contre McGregor, probablement à Abu Dhabi. Donc, ça c'est fait. Donc, mais j'ai bien aimé, par exemple, son analogie de qui est les deux vrais champions à part de Magomedov là-dedans. Parce que les autres ont été des champions intérimaires. Ça, j'ai bien aimé ça quand il a dit ça. Parce que, tu sais, moi, je ne suis pas un grand fan des champions intérimaires. Là. Je veux dire, je ne suis pas un grand fan de ça. Mais j'étais très d'accord avec lui qu'à part McGregor et lui, dans les dernières années, c'est tous des combattants qui ont eu des championnats intérimaires. Fait que je comprends son analogie, que le combat à faire, c'est lui contre McGregor, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, malheureusement, effectivement. L'UFC a d'autres plans.
Et entre-temps, il devrait affronter un match-up ultra dangereux. Donc, retour réussi à 155 pour Dos Anjos, mais on connaît la division, on sait à quel point il y a de la profondeur et des combattants de talent là-dedans. Ça sera vraiment pas un chemin facile pour à ce stade de ta carrière pour Dos Anjos. Parlons de ce qui s'en vient cette fin de semaine. Pat, on va s'attarder aux deux combats finaux. 2 combats de championnat en jeu, 2 ceintures en jeu, en fait, à l'UFC 255. Les 2 chez les poids mouches, donc féminin et masculin, en 25 livres. Chez les gars, la finale de Vicente Figueiredo contre Alex Perez. Figueiredo, qui est le champion, va mettre sa ceinture en jeu contre Perez. Devrait affronter Cody Garbrandt. Ça, c'est un combat que plusieurs personnes attendaient. Les feux d'artifice garantis, 2 gros cogneurs à 125 livres. On sait qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça va être le premier combat de Garbrandt à 125. Malheureusement, blessé à un biceps, Garbrandt, c'est Alex Perez, classé numéro 4, qui va le remplacer. Tu t'attends à une marche dans le parc de Figueiredo? Faut pas sous-estimer Perez quand même, hein, parce que ce gars, c'est un gamer, il a des mains ultra rapides, puis tu sais, quand t'as rien à perdre, tu peux devenir ultra dangereux parce que tu sais, le monde te sous-estime tellement, là. Moi, ce que j'aime de cette catégorie de poids-là maintenant, on pensait qu'elle allait disparaître. Finalement, les gars se sont tous mis ensemble, même s'ils se battaient un contre l'autre, mais se sont tous mis ensemble pour dire, OK, le monde trouve qu'on n'est pas le fun, on n'est pas spectaculaire. Puis depuis qu'on a mis cette rumeur-là que la division allait disparaître, on a des combats extraordinaires à 125 livres. Là. Les gars, ils se donnent, ils veulent terminer les combats. On joue plus sécuritaire, on y va pour terminer, puis on voit des gars qui passent des knockouts, des belles soumissions. Puis en plus, tu sais, Demetrius Johnson n'est plus là, Henry Cejudo n'est plus là. Je pense pas qu'on va retrouver un autre combattant qui va dominer longtemps cette division de poids-là de cette façon-là. Un peu comme chez les Milo avec Juan Bojovic. Je ne veux rien enlever, là, mais le prochain John Jones n'est pas né encore. Là. Ce qui fait que c'est ça qui est intéressant maintenant chez 125 livres parce que le titre peut changer de main quasiment à tous les combats. C'est ça qui est le fun maintenant. Tu savais avant, Demetrius Johnson se battait, il va encore gagner. Fait que je pense que c'est ça aussi le désintérêt de cette division de poids-là, c'est quand tu savais déjà le résultat d'avance. Là, on ne sait pas d'avance. Même si Figueiredo est largement favori, moi, je pense que Perez, il ne faut pas dormir dessus parce qu'il peut causer une surprise. Figueiredo qui a été rock'n'roll, son chemin jusqu'au titre. On le sait qu'il a battu Benavidez. Il a dû le battre 2 fois, en fait, là, pour avoir la ceinture. La première fois, il avait raté le poids. Donc, à surveiller, ça aussi. Figueiredo qui a un historique là, au niveau des coupes de poids. Puis descendre à 125 livres, on s'entend que c'est jamais facile pour personne, là, parce que j'aurais été curieux de voir comment Garbrandt se serait débrouillé. Là. Exactement. Moi aussi, c'est ça. C'est plus ça, moi, que j'avais hâte de voir comment Garbrandt aurait été sa balance à 125 livres. Tu sais. Parce que le combat, je sais comment ça arrivait. Les deux seraient assaillés. Puis ça aurait donné un feu d'artifice, exact. Là, mais je suis curieux de voir comment Garbrandt va faire à 125 livres. Garbrandt qui va revenir en 2021 seulement. Donc, entre-temps, c'est Figueiredo contre Perez. Figueiredo, c'est ça, un gars qui... il a une soumission. À ses 2 dernières victoires, c'est soumission et KO. Si je me rappelle bien, sa soumission, sa première contre Benavidez, c'est après qu'il l'a envoyé au tapis. Donc à 125 livres, comme Pat le disait, c'est un gars qui est capable de cogner fort. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi que cette division-là n'a jamais été aussi intéressante. Et il a fallu pratiquement qu'elle meure pour que les gars relèvent leur jeu d'un cran puis qu'on crée quelque chose, un happening. Là, parce qu'à chaque fois, présentement, on hésite beaucoup moins qu'avant à mettre les combattants de cette catégorie-là en finale de gala, que ce soit des pay-per-view ou que ce soit des Fight Night. Bref, très intéressant à suivre cette catégorie-là. Et si tu disais que chez les gars, le titre peut changer de main d'un combat à l'autre, c'est un peu moins le cas chez les filles, par exemple. On ne s'attend pas à ce que Valentina Shevchenko ait trop de problèmes contre Jennifer Maia en demi-finale. Là. Écoute, c'est sûr, sur papier, ça ne devrait pas. Valentina Shevchenko, c'est... Moi, j'aime ça dire cette expression-là, là, c'est de la belle violence. Elle est sharp, elle est précise, puissante, elle est complète, elle a un jeu au sol extrêmement sous-estimé, elle est vraiment, vraiment solide. Elle avait passé une clé de bras à Julia Pena, tout le monde était là, voilà. Mais elle est vraiment, vraiment bonne. À 125 livres, c'est la reine. Est-ce que Jennifer Maia va être capable de passer un upset? J'ai des gros doutes.
Il reste que Maia, c'est une ceinture noire en Jiu-Jitsu brésilien, c'est une ceinture noire aussi en boxe thaïlandaise. Est-ce qu'elle a la puissance pour déranger Shevchenko? Peut-être, ça lui touche. Mais le problème de toutes les filles qui se battent contre Shevchenko, c'est le rythme. Ils ne sont pas capables de suivre le rythme de Shevchenko qui est dans le fond du début à la fin. Puis à un moment donné, ça va ralentir, à un moment donné, ça va ralentir. Ça ralentit jamais. C'est ça la grande force de Shevchenko. Sa condition physique est incroyable. Elle continue, elle travaille en volume, elle te fait des spinning back kicks, des spinning back. Elle a beaucoup de créativité dans ses attaques aussi. Mais c'est surtout le rythme, la pression. Elle n'arrête jamais. C'est quasiment impossible de suivre son rythme à elle. Et elle a une technique, je dirais, parfaite. Elle ne donne pas d'ouverture nécessairement à ses adversaires. Elle est explosive aussi quand elle déclenche ses attaques. Elle est rapide. Son rythme, comme tu l'as dit, est incroyable. C'est vraiment une belle combattante, Valentina Shevchenko. Dans mon livre à moi, Amanda Nunes, c'est sûr que avec ce qu'elle a fait, pas le choix de la mettre meilleure combattante de tous les temps, la meilleure combattante présentement à l'UFC, mais Shevchenko a déjà perdu 2 fois, je pense, contre Nunes, mais c'est probablement la fille qui a donné le plus de problèmes à Nunes. Et je demeure curieux, moi, de les revoir ensemble aujourd'hui, à quoi ça pourrait ressembler. J'ai comme l'impression que Nunes s'est assis sur ses lauriers, mais moins convaincante par moment dans les dernières années. C'est ça. Je serais vraiment curieux de voir ça, mais entre-temps, c'est Shevchenko, lorsqu'elle se bat à 125 livres, est en train de faire le ménage complètement là, dans cette catégorie. Ouais, il n'y a pas grand monde. Tu sais, Jennifer Maia, c'est pas elle qui était supposée être là, c'était Jojo Calderwood. Puis Calderwood, elle ne voulait pas attendre trop longtemps, fait qu'elle a décidé de prendre un combat. Puis elle s'est brûlée, là, elle s'est fait battre par Maia. C'était pas une très bonne décision pour Calderwood. Tu sais, je veux dire, t'as un combat de championnat du monde sûr et certain. Tu décides de, je n'attendrai pas. Je ne sais pas si c'est une question d'argent. Je ne sais pas si, je sais pas c'est quoi la raison. Mais clairement, ça n'a pas tourné en sa faveur, c'est sûr. Ouais, ça se passait le 1er août. Maia qui l'a emporté au premier round contre Calderwood, lui a passé une clé de bras. Et Maia a 3 victoires à ses 4 derniers combats. Donc, elle n'a pas volé sa place. Hâte de voir qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire contre Valentina cette fin de semaine. Je le disais d'entrée de jeu, on n'a pas fait d'émission depuis le 10 mars. Ça en est passé des choses parce que si... Oui, vas-y. Je veux juste dire, tu sais, dans la carte aussi, là, t'sais, on a Mauricio Shogun Rua, parce qu'il y en a qui disaient c'est pas un super gros pay-per-view, là. Mais sur le pay-per-view, tu as Mauricio Shogun Rua aussi. Et dans la carte préliminaire, t'as Mike Perry contre Tim Means. Ça va être un combat de fou là, pour eux. Là. Les deux, là, ils vont se taper dessus. Le retour d'Alan Jouban et probablement lui qui a fait le code de l'année, Buckley, qui revient aussi à la compétition. Le Buckley, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est lui qui a fait le spinning back kick. Il ne pas très, très longtemps. Là. Mais, tu sais, quand on regarde juste de l'extérieur, c'est c'est pas super. Mais regardez tous les noms qui sont sur la carte, puis ceux qui poussent maintenant, comme Buckley, là, c'est vraiment une très, très, très bonne carte. Là. Ouais, puis je suis content que tu le dises, parce que c'est vrai, une des questions que les internautes nous ont posées, c'est pouvez-vous nous hyper la carte là, chez les Turcs, nos amis français qu'on salue, ça a été un de leurs commentaires, et tu le fais très bien. Puis, au risque de me répéter, souvent, on a des attentes. On voit une carte, exemple, l'UFC 254. J'ai pas été déçu de l'UFC 254, mais tu te dis, wow, ça va être la carte de l'année, ça va être tout un show, ça va être incroyable. Et souvent, quand tes attentes sont ultra élevées, ça t'en prend beaucoup pour être impressionné, tout ça, donc tu risques d'être un peu déçu. Alors que c'est souvent dans des cartes où, a priori, tu te dis, ça me dit rien. Ben, justement, t'es pas à l'abri de chaos surprise, t'es pas à l'abri de chaos spectaculaire, de performances incroyables, et juste de combats. Et comme tu l'as dit, tes Means, entre autres, Mike Perry, des gars de violence et de belle violence, là, on les a sur cette carte-ci. Donc, tu fais très bien de mentionner que... Vas-y. Puis tu sais, Ben, les gars qui sont sur la carte, là, ils sont pas sourds, là. Ils entendent ce genre de commentaires-là. Tu sais, que le monde sont comme pas excités.
ça vient piquer l'orgueil aussi. Là. Fait que c'est sûr qu'ils s'en vont là, puis ils vont dire OK, ouais, vous trouvez que ça va de l'air d'une carte pas la plus spectaculaire de l'année, ben on va leur en donner pour leur argent. C'est le même, ça pense un athlète. C'est le même, ça pense des combattants. Donc c'est sûr et certain. Et aussi, il ne faut pas oublier, Georges va être avec nous aussi. Georges Saint-Pierre va être avec nous toute la soirée pour commenter les combats. Non négligeable. Donc, comme d'habitude, les combats préliminaires à RDS2 de 20h et RDS ou RDS2, là, j'ai pas vérifié, mais abonnez-vous à toutes les chaînes. et puis à la télé à la carte après ça pour l'UFC 255 cette fin de semaine. Bon, je le disais, il s'en est passé des choses parce que, bon, tout a été arrêté au mois de mars, comme tous les sports, mais l'UFC a vraiment été l'organisation qui a repris l'action le plus rapidement. Il y en a eu beaucoup de galas depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, Pat. Et là, on ne fera pas le tour de tout ce qui s'est passé, mais allons à l'essentiel, là, parce qu'il y a quand même un gars qui s'appelle Khabib Nurmagomedov qui a défendu sa ceinture il n'y a pas si longtemps. De très belle façon contre Justin Gaethje. Plusieurs personnes disaient même que c'était peut-être la plus belle performance de sa carrière. Et par la suite, annonce sa retraite. 2 questions pour toi. Est-ce que Khabib a vraiment pris sa retraite? Est-ce qu'on ne le reverra plus dans l'octogone? Et deuxième question, est-il le meilleur combattant livre pour livre / le meilleur combattant de tous les temps? Écoute, moi, c'est sûr qu'il n'y a pas du monde qui ne sera pas d'accord avec moi. Pour répondre à ta première question, oui, il a pris sa retraite. Est-ce qu'il va sortir de la retraite? Oui aussi, je pense aussi. Okay. Et la raison pourquoi je dis ça, c'est que si on veut faire le combat face à Georges Saint-Pierre, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à l'UFC que Nurmagomedov prenne sa retraite. Parce que ce combat-là, on sait, il ne se refera pas à 155 livres. Georges l'a déjà dit. Il va se faire à un catchweight, un poids hybride autour de 162, 165 livres. Si Nurmagomedov est encore actif et ne prend pas sa retraite, il fait qu'il est encore champion des 155 livres. On fait un combat à poids hybride, mais il fait encore partie, il est encore champion d'une catégorie de poids. Donc là, on met en otage une catégorie de poids. Mettons, Georges gagne. Là, Nurmagomedov est 29-1, veut revenir peut-être, il veut défendre son titre, il vient défendre son titre après une défaite et il n'est plus invaincu, son aura autour d'un... Donc, ça ne marche pas. Point de vue business pour l'UFC, ça ne marche pas. Si tu es en retraite, par exemple, là, le titre est vacant, on s'en va mais quelqu'un va aller gagner ce titre-là, un nouveau champion. Donc là, que Nurmagomedov ou Georges gagne, puis qu'il sac le camp après, l'UFC s'en fout. Ça va être un super fight. Donc, ça va faire un combat dans une catégorie de poids qui n'existe pas. C'est 170, là, c'est les mi-moyens, là, mais il reste un poids hybride à 162. Donc, 162, 165. Donc, c'est parfait pour l'UFC parce que c'est un win-win situation pour eux autres. Parce qu'ils savent que Georges va revenir pour un seul combat. Nurmagomedov revient peut-être pour un seul combat parce qu'il va faire 30-0. Donc, il y en a un des deux qui gagne, qui sac le camp, c'est pas grave. Il y en a deux qui perd, qui sac le camp, c'est pas grave non plus parce que ça fait rien, ça leur dommage à rien la catégorie de poids de l'UFC. Donc pour moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire qui pouvait arriver si on veut voir justement ce combat-là. Si ce combat-là arrive, c'est parfait ce qui est arrivé. OK, mais là, tu nous teases, tu nous rends fébriles, et puis tu travailles avec Georges tous les mois. Mm-hmm. Y a-tu quelque chose que nous, on ne sait pas, là? Non, pour vrai, je ne sais pas. C'est juste que moi, c'est mon analyse à moi. Je pense que c'est quelque chose c'est quelque chose de logique. Dana White, lui, a dit qu'il n'y avait pas Nurmagomedov n'avait pas fini. Nurmagomedov avait toujours dit qu'il voulait se retirer avec 30-0, mais ça, c'était avant la mort de son père. Donc ça a été très difficile pour lui de passer par-dessus. Nurmagomedov, je ne veux pas rentrer dans la religion, là, mais Nurmagomedov, c'est un musulman. C'est un gars qui est très droit quand il dit quelque chose, c'est fait, puis ce gars-là, il a tout le temps une droiture. Donc, s'il revient, c'est parce que tous les astres sont alignés, comme Georges l'a mentionné quand on a fait le dernier podcast, pas le podcast, mais le dernier pay-per-view. Il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'ils soient parfaitement alignés. Et les chances, ça arrive, sont vraiment petites, là, on va te le dire, là, parce qu'il y a le temps, il y a l'âge à Georges. Il faut que le poids soit à la bonne place. Il faut que l'endroit soit à la bonne place aussi. Et il faut que l'argent soit là aussi. Même si les deux disent c'est pas une question d'argent, c'est une question de legacy, c'est une question d'héritage. OK, là, mais ils ne vont pas se battre pour 20 000 $. Tu comprends, là? Fait, il faut c'est pas des gars qui vont aller faire du bénévolat, là, bien avec raison. Là. Ben non. Ils connaissent leur valeur et tout. Là,
Donc, pour moi, les chances sont peut-être à 15%, mais comme disait Floyd dans Dumb and Dumber, still got a chance. So you're telling me there's a chance. J'aime ça. OK, donc ça fait pour Khabib Nurmagomedov, numéro 1. Ça a fait un peu débat, là. Ouais. Il est présentement, selon les rankings, les classements de l'UFC, le combattant numéro 1, livre pour livre. Mais certains disent qu'il ne devrait même pas être là, il est à retraite. As-tu un problème avec ça? Puis est-ce que tu le considères, toi, comme le meilleur de tous les temps, le meilleur livre pour livre? Ben, il n'est pas encore à la retraite, Dana White a dit, parce qu'il est encore champion de l'organisation. Dana White n'a pas retiré le titre encore de Nurmagomedov. Donc, c'est pour ça qu'il est encore là. Okay. Moi, John Jones, je l'enlève de là. Pour la seule et bonne raison, parce qu'il est testé positif. Pour moi, il ne peut pas être the greatest of all time, même si c'est un athlète incroyable. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Là. Moi, je te dis, moi, ce que je pense. Ce que je pense aussi, pour être le meilleur de tous les temps, il faut démontrer que tu es capable de te relever après un dur passage. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, personnellement, je pense que le meilleur de tous les temps, il faut qu'il ait connu une défaite pour voir sa résilience, pour voir s'il y a vraiment un mind de champion pour aller revenir là-dessus puis venger ses défaites. Là, pour moi, ça, c'est un spirit de champion. C'est un spirit de greatest of all time. En même temps, c'est tellement dur d'aller contre Nurmagomedov. 29-0, il n'a jamais perdu, jamais fait tester positif non plus. Est-ce que c'est débattable? Tu sais, être le numéro 1 pound for pound, c'est tellement un choix personnel quand même aussi. Hein? Tu sais, le tien peut être aussi bon que le mien aussi. Moi, personnellement, je trouve que The GOAT doit être un athlète et une personnalité qui a fait autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son sport pour faire avancer sa discipline. Et dans ce cas-là, ben, je sais, le monde va dire c'est un Québec, mais ça n'a pas rapport. Tu sais, je vous l'explique pourquoi moi je pense comme ça. À mon avis, moi, c'est Georges Saint-Pierre, justement à cause qui a fait avancer ce sport-là, qui a vengé ses défaites qu'il a eues, qui a démontré une mentalité de champion, de ne pas s'écrouler après une défaite, de revenir encore plus fort. Moi, je trouve que ça démontre vraiment une mentalité de champion. Bon, moi qui vais tester là-dessus. Fais-toi-en pas. Rapidement, est-ce qu'on va revoir, d'après toi, dans l'octogone, Anderson Silva et Cowboy Cerrone? Silva, on ne le reverra pas dans l'UFC. Ça, je suis sûr et certain. Dana White l'a déjà mentionné. La seule affaire, c'est que j'espère qu'il ne va pas se ramasser à bare knuckles. Pour vrai, c'est sérieux. Là, je serais triste. Pour vrai, je pense que je pleurerais. Pour vrai, je serais tellement déçu de Anderson Silva qui se ramasse dans des affaires de même. Là. Il y a pas, c'est triste. Là. On était content pour Ray Hall parce qu'il a gagné, mais en même temps, tu dis, on est-tu vraiment content? Tu regardes une légende de même, là, gagner une seule de ses 9 derniers combats, se fait finir avec un knockout de même. C'est vraiment dommage. Veux pas, là, ceux qui regardent les combats depuis 6-7 ans, là, ils n'ont aucune idée. Ils n'ont jamais vu Anderson Silva gagner, ou presque, une seule fois. Ils ne savent pas qu'il était intouchable, il y a 10 ans, qui a révolutionné le sport. Là. Tu vois, ben, voyons donc, il a perdu ses 7 de ses 8 derniers combats. Oui, mais c'est ça qui arrive. Quand tu t'étires trop, ben, tu te mets un ombrage sur ton héritage de ce que tu as fait. Tu sais, des gars comme nous autres, qu'on est des passionnés et qu'on connaît ça depuis longtemps, on sait, Anderson Silva, comment il a changé la game. Mais des nouveaux fans qui regardent les combats depuis 5-6 ans, Anderson Silva, il est pourri. C'est plate, mais c'est ça la réalité. BJ Penn, la catégorie BJ Penn. Et Cowboy Cerrone, d'après moi, on va le revoir. Pat, corrige-moi si je pense le contraire, mais oui. Sauf que ça va pas bien, Cowboy. Là. Il a perdu 4 de ses 5 derniers, je pense. Son dernier, c'est un combat nul. Il y a 2 ans, ça allait bien, puis là, la descente est assez à pic. Puis, tu sais, je veux rien enlever à Nico Price, là, mais Cerrone, dans son bon temps, il l'aurait traversé. Là, on s'entend. Là. Mais là, il fait son retour à 155 livres, il l'a déjà dit. Donc, il se donne une deuxième chance, une autre chance de repartir sur des bonnes bases à 155. Il a déjà dit qu'il voulait se battre jusqu'à 60 ans. Là. Ça n'arrivera pas. Mais surtout, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il s'est fait maganer dans ses derniers combats aussi. Tu as l'âge et le fighting age.
Puis le poids des années, le nombre de combats, je pense qu'il est en train de rattraper tranquillement pas vite Cowboy Cerrone. J'espère qu'il va être assez intelligent pour arrêter quand ça va être le temps. Je ne dis pas que là, c'est le temps, mais avant qu'il arrive quelque chose de trop grave ou encore une fois qu'on se souvienne juste qu'il a étiré sa carrière beaucoup trop longtemps. T'sais. Voilà. Conor Poirier, on en a glissé un petit mot tantôt. C'est fait selon toi? On parle de l'UFC 257, si je ne me trompe pas, au mois de janvier. J'ai même lu quelque part que le Cowboy Stadium est rempli à moitié de capacité à cause des règles de la COVID. Ce serait ça. Mais c'est quand même 40 000 personnes. Là. À quelque chose du genre? Absolument pas. Non, moi, je pense que ça va être à Abu Dhabi. On en parle de retourner à Abu Dhabi au mois de janvier. Ouais, Fight Island, c'est vrai. Hein? Moi, écoute, je pense pas qu'on va faire ça devant 40 000 personnes au Cowboy Stadium. C'est beaucoup 40 000 personnes, là, mais au Cowboy Stadium, avec de la distanciation sociale, là, ça va avoir l'air vide, pas à peu près. Là. Il n'y aura pas d'ambiance. Je veux dire, il rentre 90 000 personnes dans ce stade-là. Ouais, mais c'est 40 000 billets vendus de plus qu'à Abu Dhabi, quand même. Je sais pas si ça peut être l'argument financier peut quand même entrer en ligne de compte. Ben oui, OK, ouais, là-dessus, t'as raison. C'est sûr que Conor, il coûte cher, là. Mais c'est une autre affaire aussi. Là, Conor, vas-tu vouloir se battre devant personne? Moi, je dis que c'est fait, là, parce que on entend des affaires, puis c'est signé, mais est-ce que Conor va vouloir aller se battre à l'autre bout du monde, à Abu Dhabi, devant personne? C'est encore une fois, on ne sait pas, là, Conor se nourrit de la foule, se nourrit de l'énergie du monde autour. Si ça arrive, est-ce que ça va être un Conor qui va être capable de performer quand même devant personne? C'est une autre question, ça aussi. Là. Moi, je pense que c'est fait dans le sens où les deux l'ont dit, les deux veulent s'affronter. C'est le combat à faire. Il y a peut-être, c'est ça, les derniers. Le Dana White qui dit non, c'est pas fait encore. Probablement, ce qui reste à régler, c'est ça, c'est les bourses. C'est l'endroit où on va le faire. Et apparemment que Poirier est gourmand. Avec raison. C'est peut-être... Quand tu te bats contre Conor McGregor, il s'est déjà battu contre lui. Il a déjà perdu contre McGregor, mais McGregor n'était pas la vedette, la star qu'il est aujourd'hui. Quand tu te bats contre McGregor, n'importe qui, sauf Cowboy Cerrone apparemment, va vouloir maximiser les revenus potentiels d'un combat avec la méga vedette. Donc, c'est peut-être ça aussi qui reste à fignoler. Là. Puis Poirier, il y a un argument assez béton aussi dans son cas, c'est qu'il a dit qu'elle allait donner quasiment la moitié de sa bourse à sa fondation aussi. Alors, là, il va jouer sur une petite corde sensible peut-être là, de « Ah, OK, c'est peut-être ça. » Mais en business, WMG puis IMG, je veux dire, là, corde sensible. WMG, ouais. Je pense pas que ça lui fait un pli, comme en bon québécois, un pli sa poche, là, pour vrai, mais sérieusement, j'espère que ça va se faire. Poirier, je pense qu'il a mérité d'avoir un combat revanche. Ça se passait à l'UFC 178. Je me battais sur cette carte-là, puis il s'est fait passer le knockout au premier round. Mais je pense que c'est un bon combat à faire. Puis même McGregor avait dit qu'il allait faire ce combat-là pour une œuvre de charité. McGregor n'a pas parlé encore d'œuvre de charité laquelle il allait peut-être donner des sous. Là, mais on sait que Dustin Poirier, d'où ce qui vient, lui, il a parti d'une belle fondation pour les jeunes. Ça, c'est vraiment cool. Ça. Ouais, en Louisiane, dans son état natal. Donc, c'est le combat à faire. Ce serait un bon gala pour amorcer 2021 sur des bonnes bases. McGregor qui avait amorcé 2020, on se rappellera contre Cowboy, c'était le premier pay-per-view de l'année, il avait dit « Je vais me battre 4 fois en 2020 ». Bon, les circonstances n'ont pas été en sa faveur, évidemment, c'est sûr que la pandémie n'aide pas, puis, mais il s'est battu juste une fois finalement. Donc, ça sent le retour de Conor. Attendons l'annonce officielle, mais en tout cas, on se croise les doigts que c'est pas mal fait. Ouais. Le temps file, Pat, je veux qu'on parle des Québécois. Ils se sont battus durant la pandémie, ils se sont battus dans les derniers mois avec des résultats mitigés. Il s'est passé des choses également moins drôles dans le cas de Marc-André Barriault, entre autres. Et Olivier Aubin-Mercier, on va en parler un petit peu aussi, parce que lui, malheureusement, forcé à l'inactivité. Commençons peut-être par Charles Jourdain, qui s'est battu le plus récemment.
je dirais malchanceux. Malchanceux dans le résultat, en fait, là, mais je pense que lui sera même d'avis qu'il n'a pas fait son meilleur combat à sa dernière sortie. Il a dû se contenter d'un combat nul. Est-ce que tu trouves que Charles a un peu de difficulté à se mettre en marche à l'UFC? Est-ce que comment tu analyses ses dernières performances? C'est un peu en dents de scie, là. Il n'a pas été. Comment je peux dire ça? Tu sais, je pense que c'est dur de prendre la route qu'il a pris en commençant à l'UFC avec juste avoir des gros noms. Parce que c'est facile de te motiver quand tu vas te battre contre des gros noms. Tu sais, là, il a fait son entrée à l'UFC face à j'ai juste Green dans la tête, mais c'est pas ça. C'est ça, Desmond Green. Ouais. Ben, il a accepté le combat à la dernière minute. Donc, c'est sûr que là, tu sais, il était hype, t'as 155 livres, OK. Là, il s'en va, il va passer le KO, tu sais, une des surprises de l'année face au Korean Zombie, pas Korean Zombie, à Do Choi, je veux dire, là-bas en Corée. Chez lui. Fait que là, chez lui, fait que là, c'est sûr que c'était un gros hype. Là, personne ne pensait qu'il allait gagner vraiment là, avec ce combat-là. Là, il se bat contre André Fili, un gars super connu, beaucoup d'expérience, fait un bon combat malgré la défaite. L'expérience rentre en ligne de compte dans ce combat-là. Il en a mentionné, j'en ai parlé beaucoup pendant le combat. Fili, c'était son 15e combat au UFC. Ça a paru pendant le combat, il s'est bien ajusté. Puis là, il se bat contre Coulibaly. Je veux rien enlever à Coulibaly, mais who the fuck is Coulibaly? Pour vrai, quand tu regardes les 3 autres combats qu'il a affrontés. Donc, je ne sais pas si c'était la motivation de se battre contre un inconnu, mais tu as raison, il n'était pas dans ce combat-là, c'était pas un Charles Jourdain comme qu'on voit d'habitude. Il n'était pas explosif, il était hésitant, pas en combinaison. Il était très hésitant, il ne travaillait pas en combinaison. Il lançait juste des one-shots. Puis, je trouve qu'il n'a été pas créatif dans ses attaques comme qu'on le connaît. Et on sait maintenant le résultat, ça a donné un combat nul. Heureusement pour lui, Dana White il a donné son bonnet de victoire pareil parce que lui, il pensait que c'était un vol. Honnêtement, là, je ne veux pas faire tirer les tomates. Je pense pas que c'était un vol. Là. J'avais quasiment Coulibaly gagnant. C'était combat nul, moi, j'étais correct avec ça. Mais il reste que l'UFC adore Charles Jourdain. Avec raison, c'est un gars qui est très vendeur. C'est un gars qui paraît bien. C'est un gars qui a des belles qualités athlétiques. Au niveau du combat debout, il est spectaculaire. Il va tout le temps pour le finish, tout le temps pour le spectacle. Mais au bout de la ligne, il est quand même 1-2-1 dans l'UFC. Tu comprends? Voilà. Ce qui fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'il, tu as raison, embarque dans l'engrenage et qui pense pas juste au spectacle, mais l'effet de se bâtir aussi. Il a juste 24 ans, là. Il est très, très jeune encore. De se bâtir quelque chose, un air d'aller pour prendre confiance et là, par la suite, avoir des plus gros combats. Présentement, c'est ça le plus important. La bonne nouvelle pour Charles, et pour tous ces jeunes combattants-là, c'est qu'on est vraiment dans une époque où l'expérience semble être l'atout principal des combattants d'élite. Il n'y a pas beaucoup de combattants qui sont dans le top 5 des différentes catégories ou qui sont champions des différentes catégories qui ont l'âge à Charles. Il y en a beaucoup dans la trentaine, même passé 35 ans. Je pense à Jan Blachowicz, entre autres. Des gars qui ont beaucoup de bagages, qui ont connu des hauts et des bas. Et à un moment donné, ça finit par cliquer. Et juste le fighting IQ là, qui se développe grâce à l'expérience, à un moment donné, ça leur permet d'atteindre finalement la coche qui manque et le niveau supérieur. Donc, tu l'as dit, Charles en main un nouveau contrat, il lui en reste. On lui a fait signer un nouveau contrat après une défaite. Déjà, ça nous en dit beaucoup sur le fait, comme tu l'as bien expliqué, que l'UFC adore Charles. Charles en est conscient. Donc, il a une sécurité. Tu peux te faire couper à tout moment, là, ça j'en conviens, mais il a un semblant de sécurité, Charles, à ce niveau-là. Et on est prêt, l'UFC semble prêt à bâtir sur un gars comme Charles Jourdain. Ça nous amène à parler. Vas-y. C'est ça l'important pour Charles, c'est qu'il a la confiance de l'organisation. Et Charles est extrêmement talentueux. Il est très, très bon. Très, très bon partout dans le combat. Il commence à avoir une très bonne lutte. Il y a des bonnes soumissions, vraiment des soumissions sournoises. Il y a une très, très bonne guillotine. Puis debout, on le connaît déjà, c'est ça qui a fait sa renommée. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de talent. Là. Il est rempli, son coffre est rempli d'outils. Mais il faut qu'il mette tout ça ensemble à cette heure et justement se bâtir comme il faut parce qu'il y a comme
il a comme sauté 4 marches en partant, mais il a oublié de construire les 3 premières. Fait que là, il est descendu en bas, puis là, il essaie de remonter. Ben non, il manque les 3 premières marches. Fait que là, il faut qu'il construise les 3 premières pour retourner à 4e. C'est ça. Le réseau, en fait, le réseau ESPN, le site d'ESPN a publié aujourd'hui, mardi, un classement des meilleurs combattants, des 25 meilleurs combattants de moins de 25 ans. Le numéro 1 est Jimmy Crute, l'Australien chez les mi-lourds. Un gars qui a déjà passablement d'expérience dans l'UFC. Donc, lui est numéro 1. L'année passée, pour vous donner une idée, l'an dernier, c'était Sean O'Malley qui était numéro 1 sur cette liste-là. Il a dépassé le cap des 25 ans, donc il ne se retrouve plus. Mais Charles a fait son entrée sur cette liste-là. Il est classé 12e quand même. Il y a des beaux noms là-dessus. Là. Il y a Macy Barber, entre autres, chez les filles. Là. Je ne l'ai pas sous les yeux, là, mais Charles est quand même... Les gens reconnaissent, malgré les résultats, reconnaissent les qualités athlétiques de Charles. Et comme tu l'as dit, Pat, savent qu'il faut juste mettre tout ça ensemble. Là, et quand ça va cliquer, finalement, c'est des belles choses qui vont arriver pour lui. Là. Ouais, ben, écoute, moi, j'ai aucun doute que ça va finir par exploser. Il manque pas grand-chose. À un moment donné, il y avait l'expérience aussi de l'UFC. C'était différent. La pandémie s'est battue 2 fois pendant la pandémie. Je veux dire, c'est différent. Là. C'est un autre mindset. C'est un autre... Mais là, il y a l'expérience de tout. Là. Fait que, oui, je pense que tout ça va l'avoir fait grandir et on va voir des belles choses dans le futur. Marc-André Barriault, finalement, l'été dernier, a pu aller chercher sa première victoire. Une belle à part ça. Malheureusement, quelques semaines après, ça a été terni tout ça. Et là, j'ai les derniers détails de tout ça m'échappent. Mais en fait, il a échoué un test antidopage. C'est pas compliqué, Marc-André. Évidemment, se défend, dit que c'était pas intentionnel. Probablement, lui dit des suppléments qui ont été contaminés. Va se défendre devant les commissions athlétiques. Je sais pas si tu le sais, toi, Pat, mais est-ce que son audience est passée ou est-ce que ça a lieu bientôt? Et les derniers détails de tout ça? Oui, pas encore parce que là, on cherche encore le supplément qui a été contaminé. On a envoyé, je pense, déjà 3 suppléments se faire tester au laboratoire et l'UFC travaille avec Marc-André pour trouver ce supplément-là. Donc, l'UFC l'aide, le croit, et l'aide à trouver ce supplément-là. Donc, déjà là, c'est très, très bon, sauf que ça part de sa poche. Et c'est 1000 $, je pense, par test qu'il se doit faire. Donc, il a déjà dépensé quasiment 3000 $ pour je veux dire, nettoyer son nom, si je peux dire. Exact. Mais on ne l'a pas trouvé encore. Donc là, on envoie... peut-être qu'on l'a trouvé. Là, moi, c'est les derniers détails que j'ai, puis je les ai eus il y a une couple de semaines. Mais présentement, c'est ça qu'on se tente de faire. Et Marc-André ne veut pas se rebattre. De toute façon, il faut vouloir qu'il passe devant la commission là, pour savoir s'il va y avoir une suspension de 1, pour savoir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Mais s'il y a une suspension, ce qui est bon, entre guillemets, là, c'est que c'est tout le temps rétroactif de ton dernier combat. Donc, si, mettons, il y a une suspension de 6 mois, elle est faite. C'est bizarre, mais c'est comme ça, ça marche. Mais il ne faut pas oublier que Marc-André Barriault a signé un nouveau contrat après sa victoire. Ce qui est dommage, c'est que ça demeure. Oui, mais encore une fois, tu dis que c'est pas des contrats. On sait que c'est pas des contrats garantis, là, fait qu'ils peuvent le couper direct. Cependant, sa victoire à l'UFC a été changée en nulle technique. Donc, ça, c'est plate pour lui. Donc, officiellement, pas encore de victoire à l'UFC. Mais ça, maintenant, c'est ça. Là, il va essayer d'aller trouver les suppléments. Puis il avait dit qu'il avait essayé une nouvelle diète, puis il avait essayé des nouveaux suppléments aussi. Je comprends que quand tu travailles avec du monde, tu fais confiance à tout le monde. Puis, tu sais, ta job, c'est de t'entraîner puis d'être prêt. Mais, puis même lui, il l'a dit, puis il est d'accord avec ce que je vais dire là, parce que lui, ça a été ses mots aussi. Tu es responsable de ce que tu te mets dans le corps aussi. Fait qu'il faut que tu fasses quand même tes recherches pour savoir ce que tu prends. Mais, tu sais, entre toi et moi, là, il a testé pour l'Ostarine, puis le pourcentage qu'il a testé d'Ostarine, là, tu donnes ça à une souris, là, puis elle ne court pas plus vite. Tu sais, c'est minime. Là. Sauf que... Les fameux picogrammes. C'est illégal pareil.
Sauf que c'est ça, c'est illégal. Sauf que ça fait partie des connaissances ou de la recherche de qu'est-ce que tu mets dans le corps puis savoir si tes suppléments sont corrects. C'est plate parce que, comme tu l'as dit, sa victoire avait été une victoire éclatante, KO au deuxième round. Il avait dominé le combat. On a vu le vrai Marc-André Barriault à son dernier combat. Puis là, c'est son dernier combat sur son contrat, sa première victoire à l'UFC, et là, test positif. Fait que tu sais, là, tout ça s'enligne en même temps, dire OK, il a pris des affaires parce que c'était son dernier combat, son contrat, puis là, il l'a knocké, il n'avait jamais knocké personne. Fait que tu sais, ça paraît mal, je comprends, mais quand on s'attaque aux statistiques puis on va regarder vraiment sur quoi il a testé, c'est minime. Là, On va te souhaiter quand même bonne chance à Marc-André dans sa lutte, là, effectivement. Et c'est pas le premier à qui ça arrive. Il y en a beaucoup qui réussissent à comme tu dis, à nettoyer leur nom et tout ça. Est-ce que ce sera le cas de Marc-André? C'est ça. On va suivre la situation pour vous, bien sûr. Olivier Aubin-Mercier n'est plus à l'UFC. Il avait signé, avant la pandémie, un contrat avec Pro Fighters League. Et contrairement à d'autres organisations comme l'UFC, Bellator qui a recommencé il n'y a pas si longtemps, et d'autres organisations en Amérique du Nord, Pro Fighters League a dit, nous, tant qu'il y a une pandémie, on ne fait pas d'événements. Et la dernière fois que j'ai parlé à Olivier, était pratiquement comme monsieur, madame, tout le monde, là, sur la PCU. Et chez Pro Fighters League avait compensé quelques-uns de ses athlètes, des gros noms. À ma connaissance, Olivier ne faisait pas partie du lot. Rory McDonald devait faire partie du lot, étant donné peut-être un plus gros nom. Là. On a payé des gens pour s'assurer de pouvoir conserver leur service et qu'ils n'aillent pas nécessairement voir ailleurs. C'est dommage pour Olivier. C'est déjà assez dur de gagner sa vie avec son sport. Ce sport-là, dans la situation actuelle, c'est juste impossible. C'est dévastateur pour une carrière. Hein. Mais je pense que là, on a sorti le calendrier de PFL pour 2021. Là, on va recommencer. Je ne me souviens pas c'est dans quel mois, là, mais on recommence. Là, pour Olivier, on sait que PFL, c'est un système de tournoi. Le gagnant remporte $1 million. Aux dernières nouvelles, je ne sais pas si ça va changer là, présentement, mais lorsque Olivier a signé avec PFL, il n'était pas dans le tournoi encore. Il fallait qu'il gagne un combat pour se qualifier, pour rentrer dans le tournoi et là, être accessible, monter les échelons, se rendre en finale puis gagner $1 million. Là, je ne sais pas si ça va être encore ça, mais tu as raison. C'est difficile. Je veux dire, là, tu es obligé d'aller chercher de l'aide du gouvernement, puis. Je veux dire, ils ne font pas de cadeaux, le gouvernement. Là, à un moment donné, tu leur payes en impôts pareil. Mais tu es en train de dans le vide. Si tu veux travailler, mais tu ne peux pas. Puis ça a été une décision de l'organisation. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Les deux réponses sont bonnes. Je veux dire, c'est comme ça. PFL, c'est pas une organisation qui roule sur l'or non plus. Là. On n'est pas dans la même catégorie que l'UFC. Donc, de leur côté, l'UFC a un bon fond de roulement. Ce n'est pas nécessairement le cas des autres plus petites organisations. Donc, ça complique aussi les choses. Là. Exact. Sauf que là, ça va recommencer. En 2021, on a sorti le calendrier. Comme je vous dis, là, je ne me souviens pas dans quel mois, là, mais ça recommence. On a sorti 4 dates, si je me souviens bien. Là. Puis, tant mieux si Olivier va être capable de recommencer à combattre puis à gagner sa vie. J'ai bien entendu... Notre réalisateur Alex m'a dit 23 avril que la saison de PFL va recommencer, donc à suivre si Olivier y sera. Et je disais qu'il avait payé certains combattants pour les empêcher d'aller chez d'autres organisations. C'est vrai, oui et non, parce qu'on a, du même souffle, on a permis à quelques combattants vedettes d'aller se battre ailleurs, notamment Kyle Harrison, qui est la tête d'affiche probablement de PFL qui va aller se battre à Invicta. Donc, c'est bon aussi parce qu'on n'a pas... Et à 145. À 145, c'est ça, contre Cyborg? Donc, ça va être fou. Là. Kyle Harrison, si vous ne la connaissez pas, médaillé d'or plusieurs fois en judo aux Jeux olympiques, une Américaine très connue, se bat à 155 livres. À PFL, va descendre à 145 livres pour affronter Cyborg. Mais je suis content que PFL quand même ait fait ça, parce que c'est rare. D'habitude, les organisations veulent leur honorer les contrats. C'est des contrats d'exclusivité, là, en fait. Là, on ne veut pas partager nos combattants de différentes organisations, mais là, dans la situation actuelle, c'est bien qu'on l'ait permis. Là. On vient de signer Verdun aussi, là, PFL. C'est vrai.
Ouais, Fabricio Werdum. Donc, bref, 23 avril, ça recommence. Donc, à suivre la situation d'Elvio Mercier. Mais on lui souhaite bonne chance aussi. Puis en espérant que ça. J'ai hâte de lui reparler parce qu'en espérant que la pandémie ne va pas avoir mis fin à sa carrière. Là, je veux dire, ça se peut. Là, il y a combien d'athlètes, tous sports confondus, pour qui, simplement financièrement parlant, c'est juste impossible de passer un an et demi sans performer et sans être payé pour qu'on se trouve une job. Puis quand on se trouve une job, le reste prend le bord. Je te dirais, mon Ben, 90% des combattants ne peuvent pas s'offrir un an sans travailler, sans combattre. Même à l'UFC. Donc, même à l'UFC, vous voyez. Donc, c'est pas... c'est une autre situation qu'on va suivre. On va essayer d'avoir Olivier au podcast dans les prochaines semaines comme invité. OK, on finit ça, Pat. On va prendre un petit 5-10 minutes là, rapidement pour répondre à quelques questions des internautes qui nous ont écrit en grand nombre. Et on vous remercie d'ailleurs de nous suivre. Continuez Instagram, Twitter également, sur la RDS.ca aussi. N'hésitez pas à nous écrire. On adore vous lire. Monsieur Poker qui nous demandait à quand le combat Habib-GSP. On en a parlé tantôt. On ne sait pas quand. Pat a dit 15% des chances que ça va arriver. Il y croit. Si lui y croit, moi aussi je le crois. En tout cas, on va espérer. Pierrette Chevalier qui nous demande, Pat, une question peut-être un peu plus globale. Là, l'incidence des commotions dans le sport. Un peu, et je vais donner mon point de vue là-dessus. Puis t'es meilleur que moi pour en parler. Mais je pense que l'incidence des commotions est peut-être moins importante dans un sport comme les arts martiaux mixtes que le hockey, par exemple, ou le football, parce que on se bat une fois tous les quelques mois. Donc, évidemment, si tu te fais knocker, tu subis une commotion cérébrale, c'est grave. Personne ne remet ça en doute. Mais une fois qu'elle est subie, le combat est terminé. Tu peux te faire soigner et tu as le luxe de prendre le temps de te remettre sur pied. Et au gym, si tu as un entourage qui est moindrement brillant et des entraîneurs moindrement brillants, ils vont pas te retourner à faire du sparring la semaine d'après. Là. On va prendre le temps de bien guérir et tu peux revenir juste 2, 3, 4, 5 mois plus tard. Donc, j'ai pas l'impression. Mais par contre, c'est les effets à long terme. Là. On parlait d'Anderson Silva, BJ Penn, Cowboy Cerrone. C'est quand ça fait plusieurs années que tu te bats et tu subis plusieurs KO que ça fait mal. Hein? Oui, absolument. C'est sûr que pour moi, commotion cérébrale, c'est un fléau dans tous les sports. Mais, je vais dire que c'est beaucoup plus sécuritaire que bien des sports, que le football, que la boxe. Et je vais expliquer pourquoi. Le football, les gars, là, sont casse à casse à tous les coups. Là. Je veux dire, ça frappe. Puis, veux pas, tu te fais sonner, tu te relèves, puis tu recontinues, tu t'en vas le jeu d'après. La boxe, je pense que la chose la plus dangereuse, tout sport confondu, c'est le compte de 8 à la boxe. Le compte de 8, là, c'est extrêmement... C'est dangereux parce que, tu te fais sonner, tu te mets le genou au sol, tu sais comment ça marche, tu as assez d'expérience, tu es déjà commotionné, tu vas te relever, tu vas lever tes gants, tu sais c'est quoi la mécanique pour que le combat reparte. Là, tu peux avoir 5-6 contre de 8 dans un combat, puis tu sais, c'est ça qui fait du dommage. Mais le monde, il ne voit pas ça comme ça parce que dans les arts martiaux mixtes, quand le gars tombe à terre, tu sautes dessus comme un sauvage pour le finir. Ben, dites-vous bien que c'est 10 fois plus sécuritaire parce que aussitôt qu'un combattant se défend pas intelligemment, c'est terminé. On lui donne pas une chance de revenir s'il s'est fait ébranler et il est plus capable de se défendre, comme à la boxe. Là, je parle pas contre la boxe. Je veux dire, moi, je suis un grand amateur de ça. Je viens de là. Ça a été ma première... ça a été ma spécialité pendant des années. Mais je suis quand même conscient de savoir que le compte de 8, je veux dire, c'est extrêmement dommageable pour la tête. Mais c'est un sport de contact, c'est un sport violent, c'est correct. Mais, tu sais, moi, je trouve ça bien plus violent, comme tu disais au hockey. Quelqu'un qui va donner un cross-check dans le dos, blindside à la bande, puis le gars rentre dans la tête dans la bande. Ça, je trouve ça bien plus violent parce que le but du hockey, c'est de mettre la puck dans le net. Mais le but dans un combat, c'est deux combattants qui sont entraînés, volontaires, dans un environnement encadré par une régie. Oui, ça se peut qu'il y ait des knockouts, mais tu as beaucoup plus de possibilités qu'à la boxe de gagner le combat, que ce soit avec la lutte, que ce soit avec des soumissions. Donc, écoute, je te dirais pas qu'il n'y en a pas de commotion cérébrale. C'est un sport de contact, puis on se frappe dessus, c'est vrai. Mais il reste que il n'y a personne qui te force à monter dans un octogone non plus. Évidemment. Merci, Mme Chevalier, de nous avoir écrit. Guillaume Gervais, est-ce qu'un combat Tony Ferguson contre Chandler pourrait remplacer Nunez Anderson à l'UFC 256? Amanda Nunez qui s'est blessée. Chandler, qui est l'ancien champion de Bellator, qui a fait son entrée à l'UFC. Tony Ferguson
on l'a mis au défi, mais je pense qu'au dernier nouvelle, c'est pas une avenue qui semble être préconisée par les grands patrons. Ben, il va falloir trouver un combat pour remplacer Nunes Anderson, ça c'est sûr. Et je pense que ça, c'est un des très très bons combats qu'on pourrait mettre sur papier et dans l'octogone. Sauf qu'il n'y aurait pas de ceinture, en fait. C'est peut-être ça le problème, c'est que tu peux pas mettre ça en finale d'un pay-per-view, en fait. Donc tu sauves pas. Tu peux le rajouter sur la carte, mais tu sauves pas nécessairement la carte. Ouais, sauf que si le titre est vacant, on peut faire un champion intérimaire. Tout le temps la même maudite affaire à 155 livres. Ouais. Là, on ne sait pas. Là. Mais je ne sais pas. Écoute, si ça arrive, on sait qu'on veut faire ça au mois de décembre. Moi, je suis acheteur. Chandler, si vous êtes juste un fan de l'UFC et vous ne connaissez pas Chandler, vous le dis, là, vous allez l'aimer. Vous allez l'adorer. Oui. Il a été champion longtemps là, de Bellator à 155 livres. Yeah. Alain Delon, Khamzat Chimaev est impressionnant. Est-ce qu'il est le nouveau Khabib? Je pense pas, mais je veux t'entendre là-dessus. Ben, je veux dire, il n'y a rien prouvé encore. Ce que je veux dire par là, oui, je veux dire, il frappe solide, il est complet, il a une confiance incroyable. Il est un petit peu plus vocal que Khabib, il est un petit peu plus arrogant que Nurmagomedov. Mais il faut vouloir. Là, on va le savoir. Contre Edwards, là, on va savoir de qu'est-ce qu'il vaut. Là, ça va être la première fois qu'il va affronter un adversaire qui est du calibre d'être champion du monde. Là, on va voir s'il est pour de vrai Chimaev. C'est dur de dire qu'il n'est pas pour de vrai. Là. Il est arrivé, puis depuis qu'il est arrivé, c'est un monstre. Là. Mais il n'a pas affronté, c'est exact, il n'a pas affronté encore quelqu'un, ou il n'a pas battu encore quelqu'un pour moi, pour me dire OK, ce gars-là, c'est the real deal. Précision, j'avais un blanc, là, je ne me rappelle plus du prénom de Chandler, c'est Michael, l'ancien champion de Bellator qui a signé avec l'UFC. Et Tony Ferguson veut l'affronter et être là pour son baptême dans l'organisation. On va continuer sur Chimaev. Et Étienne Bélanger qui nous demande, Pat, qui entre Chimaev et Sean O'Malley est la prochaine vedette de l'UFC? Ben, je sais pas. Parce qu'encore une fois, il n'y en a pas un des deux qui ont battu quelqu'un qui peut faire monter un niveau de superstar en cas de combattant. Ça, tu regardes O'Malley, il est flamboyant, c'est une star, ce gars-là. Il est déjà une star par sa personnalité, par ce qu'il dégage. Donc, si tu me parles au niveau popularité, c'est sûr que c'est Sean O'Malley. Mais si tu me parles au niveau talent, je pense que Chimaev est beaucoup plus talentueux que Sean O'Malley partout, mais encore une fois, il va nous le prouver face à Edward au prochain combat. Jean-Philippot, il dit qu'il aime beaucoup les combats dans un octogone de 25 pieds. C'est ce qu'on utilise du côté de l'Apex. Selon lui, ça donne des combats plus captivants. Est-ce que l'organisation, Pat, aurait intérêt à changer de manière permanente? Toujours utiliser des petits octogones de 25 pieds versus ceux de 30 pieds, je pense. Ben, le problème avec l'octogone de 25 pieds, c'est que si tu mets ça dans un stade ou dans un aréna de 15 000 écoute, le monde ne verra rien. Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu penses au monde qui sont là aussi dans les estrades. Moi, je me suis battu 2 fois dans un octogone de 25 pieds, puis c'était au Palms puis au Hard Rock. Il rentrait, je pense, 1500 personnes, là, puis c'était au UFC. Mais c'est dans des plus petites places, ils réussissent à mettre ça. On l'a vu, la différence entre un petit octogone et un grand octogone. C'est sûr que tu as moins de place pour te déplacer, moins de place pour te sauver. Mais il reste que, un petit octogone au Centre Bell, là, pas sûr que le monde aimerait bien ça. Là. Mike Mealy qui me demande, que pensez-vous des galas Bellator présentés maintenant le jeudi sur CBS Sports à 19h? Est-ce que c'est une bonne case horaire? Je pense que je pense pas que c'est une bonne case horaire, mais c'est probablement le meilleur qu'on pouvait faire parce que le Bellator doit passer en 22e à CBS Sports. On va donner toutes les meilleures cases horaires à ce qui est, eux, c'est le college football, là, bien sûr. Ouais. Il y a il y a beaucoup de college football le vendredi. Évidemment, tu peux pas mettre ça le samedi. Tu peux pas être en compétition avec l'UFC. Tous les autres sports. Tu peux pas mettre ça le dimanche pour être en compétition avec la NFL. Le problème avec le Bellator, là, c'est pas la case horaire, c'est pas l'endroit, c'est que c'est interminable.
Ça finit jamais. C'est long, c'est long. Il y a 17 combats, 18 combats des fois. Puis si tu veux écouter ça du début à la fin, là, ça dure pendant 7 heures. Là. C'est interminable. Le temps entre les combats, il y a tellement de pauses publicitaires que tu perds le rythme du combat. Tu perds le rythme de la soirée. C'est désagréable à regarder le Bellator. Puis c'est pas à cause des combats, c'est pas à cause des combattants, parce que les combats sont extraordinaires, les combattants sont incroyables aussi. C'est à cause du pacing du show. Tu perds l'engouement. Entre les combats, il y a quasiment 10 minutes à chaque combat. Ça fait pas de sens. Et ça fait des années et des années qu'on dit au Bellator, ou que le Bellator se font dire que c'est ben trop long, ça se peut pas, ça change pas. Moi, c'est pour ça. Je travaille pour l'UFC, là, mais je regarde d'autres organisations aussi, je regarde d'autres combats, là, puis je regarde pas Bellator. Là, ça me frustre. Je suis pas capable, ça avance pas. C'est trop long. Pour être très honnête, j'ai pas regardé non plus de CBS Sports et la nouvelle destination pour le Bellator, parce qu'avant c'était sur Paramount Network et DAZN. Le contrat a changé de main et CBS Sports n'est pas accessible au Québec, sauf erreur. Donc j'ai pas eu la chance de regarder les cartes. Et j'ose espérer qu'ils vont en pris une page, comme tu dis, de ce que l'UFC a fait depuis que l'UFC est rendu à ESPN. Ça commence plus tôt. Il y a beaucoup moins de temps mort et tout le monde, en tout cas ce que je lis sur Twitter, semble être satisfait de tout ça. Oui. Les gens ont de plus en plus des déficits d'attention. Là. On va se le dire. Là. Je veux dire, regarder un événement sportif pendant 5 heures. On regarde une vidéo sur YouTube, puis après 4 minutes, on est tanné. Là. Là, je sais que ça fait peut-être plus qu'une heure qu'on parle. Là. J'espère que vous êtes encore parmi nous, mais c'est vrai que les temps changent, puis c'est vrai qu'il faut que ça roule. L'UFC l'a bien compris. Je ne sais pas si avec ce nouveau contrat de télé, Bellator va aller dans la même direction. En tout cas, on leur souhaite, parce qu'effectivement, je suis d'accord. Puis c'est sûr qu'ils ont accéléré. C'est sûr qu'ils ont accéléré à cause que c'était à CBS. Mais, ça reste encore. Parce que moi, j'ai un peu sur le cœur, parce que sérieusement, c'était interminable. Là. Avant, là, c'était désagréable de regarder un show. Et au niveau de la case horaire, c'est ça. Ben, c'est toujours compliqué. Puis c'est toujours un beau casse-tête, parce que tu as d'autres propriétés sportives que tu veux mettre de l'avant aussi. Et là, tu n'as pas nécessairement le choix. Je veux dire, c'est pas CBS Sports qui fait l'horaire de la NFL ou du college football, du football universitaire. Donc, il essaie de glisser ça à des endroits et puis tu peux pas, comme je le disais, être en compétition avec l'UFC, bien sûr, le samedi. Donc, je pense que le jeudi 19h, c'était le next best thing, comme on dit, la meilleure option dans les circonstances. OK, on finit ça, Pat. Jean-Philippe Bolduc, à quand le prochain gala UFC au Québec? Ça fait longtemps, si je ne m'abuse, 2016. Même 2015. C'est 186. C'est ça. Et là, il nous propose un UFC Fight Night à la Place Belle, à Laval, avec Charles Jourdain en finale, quand tu seras revenu à la normale. Moi, ça fait longtemps que je dis que la Place Belle pourrait être une super destination pour un UFC Fight Night. Un gala de semaine gratuit, pas un pay-per-view. On le sait que la dernière fois qu'un pay-per-view, qu'on est venu au Centre Bell, là, avant d'avoir l'option de la Place Belle, c'était un pay-per-view. Quand il n'y avait pas Georges en finale, impossible de vendre des billets. Donc, je pense qu'on serait capable de vendre 5-6 000 billets à la Place Belle et ça ferait un superbe show. Oui, tu as absolument raison. Je pense qu'on ne retournera pas au Centre Bell tant qu'on n'aura pas une grosse vedette québécoise pour remplir ça. Charles peut devenir quelqu'un qui va attirer beaucoup la foule. Je pense qu'il n'y a pas encore le star system encore aujourd'hui et il n'y a pas la fiche pour qu'on le mette comme co-main event ou main event. Certainement pas un main event, là. Mais ça, c'est une question de business rendu là. Le problème aussi, le monde se déplaçait pour voir Georges Saint-Pierre, ça, oui. Mais lorsque le Centre Bell était rempli à craquer dans les années passées, il ne faut pas oublier que l'UFC était pas, les arts martiaux mixtes n'étaient pas légales encore à New York, ni à Boston, ni sur la côte ouest, la côte est, c'était pas légal encore. Fait que tout ce monde-là montait à Montréal, faire un happening, passer la fin de semaine à Montréal, et là, regardait l'UFC, faisait partie de tous les happenings que l'UFC faisait. Après ça, retournait chez eux aux États-Unis, sa côte est. Maintenant, il y en a partout. Fait que, ils ne vont pas se déplacer pour venir à Montréal, ils vont attendre que l'UFC passe chez eux. Donc, c'est ça la grosse affaire aussi. Et la dernière fois que l'UFC est venu ici à 186, la vente des billets a été désastreuse. Il a fallu qu'on ferme le haut du Centre Bell, qu'on fasse descendre le monde dans les rouges pour que ça paraisse à la télévision. Je sais, je me suis battu contre Joe Race, cette carte-là. Puis je pense qu'on l'a encore de travers.
Mais encore une fois, c'est une question de business, c'est une question de vendre des billets. On l'a bien vu là, quand Georges n'était pas sur les cartes. C'était pas pareil. Georges faisait sauter le plafond, là, puis avec raison. Quand il est revenu après 4 ans à New York, c'était la même affaire. Je dis, il fait ça partout dans le monde, pas juste à Montréal. Mais je pense. Écoute, l'UFC est revenu au Canada à plusieurs reprises. Il avait la chance de revenir au Québec, puis ils ne sont pas revenus. Ils sont allés à Halifax, ils sont allés à Winnipeg. Fait que, non, mais c'est ça. En fait, l'UFC vient 3 fois par année au Canada. Souvent, au moins un pay-per-view là-dessus. Et c'est à Toronto que ça se passe, parce qu'à Toronto, ça fonctionne très bien. Peu importe qui tu mets en finale, ça va se remplir. Fait que ça, c'est pratiquement un no-brainer, là, comme on dit en bon québécois, un pay-per-view. Dans une année normale, là, oublions la COVID et tout ça, dans une année normale, un pay-per-view à Toronto, tu sais que ça va être un succès au niveau public. Et là, le reste, il faut que tu te promènes entre l'Ouest canadien, ils sont allés à Vancouver, Calgary, Edmonton. Après ça, ils sont même allés à Saskatoon. Après ça, tu veux aller dans les Maritimes, Moncton, Halifax. Donc, ils sont venus à Québec une fois depuis. Ils sont venus à Québec en 2014, que tu t'es battu à Québec, je pense. Donc, on fait ça un mercredi soir aussi. C'est ça. C'était pas winner, ça non plus. Là. Pas winner, tu sais. Croisons les doigts que le CIR va revenir à Montréal bientôt. Je pense que oui, la Place Belle, maintenant que c'est une option, ça ouvre des possibilités un petit peu plus, parce que quand tu as juste le Centre Bell, ça coûte cher louer le Centre Bell, puis tu es sûr que tu ne vas pas le remplir. C'est sûr que c'est pas la solution. C'est sûr que si Charles passe une séquence de 3 victoires, 4 victoires, puis ça va aider. Je ne veux pas y mettre de pression, mais ça nous aiderait à avoir l'UFC ici. Oui, c'est ça. Charles, si tu nous écoutes, pas de pression, effectivement, mais fais ton mieux. Hein? Non. OK, assez parlé, là. On veut pas vous tenir avec ça. On est très heureux de vous retrouver. Pat, petit empêchement, oui, la semaine prochaine, mais on revient dans 2 semaines pour revenir sur tout ce qui s'est passé. Et faites-vous-en pas, on vous laisse plus, là. On va être là sur une base régulière avec Dans la Cage. Merci encore de nous suivre. Omni.fm, rds.ca/balado-diffusion, l'application RDS iHeartRadio, iTunes, Castbox, Spotify. On est partout, on est facile à trouver. Dans la cage, n'hésitez pas à nous parler. Patrick Côté, merci énormément et ça m'a fait du bien de te parler, mon ami. Moi aussi, mon Ben. Allez tout le monde, à bientôt. Introducing first. Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. And now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec!